Alors, on m'a demandé d'intervenir sur l'humour, mais dans nos cabinets. Comment on arrive ou pas à intégrer, à faire passer l'idée que finalement, tout ça, c'est pas si sérieux. Hein. La sexualité, le sexe, on se prend beaucoup la tête avec, surtout quand on n'y arrive pas, et que ça peut nous bouffer, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, et que ça nous bouffe tellement qu'on va parfois oublier même finalement d'en rire, d'en sourire, parce que c'est dramatique, parce qu'on le vit dans la détresse, on a des souffrances, on a des parties, des ombres qu'on aimerait laisser de côté, et que quand on vient travailler sa sexualité ou ses sexualités, alors les élèves qu'on a pu avoir dans notre centre de formation savent à quel point pour nous, employer le mot sexualité au pluriel, c'est important, pour pouvoir avoir cette prise en compte et prise en charge inclusive de toute la diversité, de toutes les pratiques qui peuvent finalement s'exposer dans l'alcôve de nos cabinets, mais aussi quand on fait des interventions ou si on se sent, ou si le public nous sent dans cette ouverture, va peut-être oser parler, oser dire des choses qui sont peut-être catégorisées comme hors normes ou n'étant pas forcément parce qu'une dame, une maman, bien de sa personne, n'est pas censée dire, encore moins faire. Et donc, du coup, parfois, l'humour va venir à notre secours pour pouvoir justement offrir cet espace d'échange, de dialogue qui sera peut-être moins conventionnel, qui sera peut-être sur un tempo différent et qui va faire que la personne va se dire « Ah ouais, c'est un sexo, c'est une sexo, mais c'est aussi une personne humaine. » Et puis, il ou elle a de l'humour. Et donc, si il ou elle a de l'humour, peut-être que je vais m'autoriser aussi des choses différentes. Et parler de la sexualité en étant dans une tristesse, parce que on est aussi tous et toutes porteurs d'une histoire, d'un vécu, et que dans ces histoires et ces vécus, il peut y avoir des choses difficiles, douloureuses, et que ça vient peut-être aussi envahir tout l'espace, et que ça vient manger l'espace qui est si cher et qui est si important dans nos sexualités, à savoir la créativité. Donc moi, j'ai choisi un petit peu de prendre cet aspect-là de l'humour et de savoir finalement, est-ce que oui ou non, on peut rire de tout? Vous savez, cette fameuse question, est-ce qu'on peut rire de tout? Ce matin, on a parlé de l'ironie, mais on n'a pas parlé finalement du côté moral. Parce qu'à partir du moment où on se pose la question de est-ce qu'on peut rire de tout, dans le domaine des sexualités, ça veut dire que quelque part, on n'est pas au bon endroit. On est à l'endroit de la moralité, du jugement. Et justement, nos patients, ils ont peut-être besoin d'avoir face à eux une personne qui est dans non pas la neutralité, parce que moi, j'y crois pas beaucoup à la neutralité. Vous savez faire la neutralité? C'est-à-dire, vous arrivez, vous n'avez aucun passif, aucune idée, aucun a priori, aucun jugement sur aucune question qui est en lien avec le sexuel et la sexualité. Je ne sais pas si ça existe, ça. Donc nous, on aime bien cette idée de mettre en suspens. Ça veut dire que c'est là, c'est quelque part, on n'est pas dans le déni, mais on est suffisamment dans une écoute pour se dire « Ah ouais, vous faites ça ». Je ne reste pas stoïque et je peux même travailler avec le fait que ça va me chambouler, que ça va me déstabiliser et que l'autre va être aussi content de voir que je suis une personne humaine. Et donc l'idée de dérider le couple, c'est aussi en miroir que nous aussi peut-être on a besoin de se dérider par rapport à certaines questions et que pour ça l'humour, la publicité par exemple, parce que je vais vous montrer des petites séquences de publicité, qu'on ait la ref ou pas, parce que moi j'ai des jeunes patients qui me disent « Madame Gass, on n'a pas la ref ». Alors au début je ne savais pas ce que ça voulait dire, on n'a pas la ref. Et du coup ça permet aussi d'un point de vue intergénérationnel de se dire c'est pas le problème d'avoir la ref ou pas, c'est d'avoir l'ouverture d'esprit, de pouvoir avoir une carte du monde qui s'ouvre suffisamment et qui est suffisamment vaste pour pouvoir aller explorer. Donc c'est ce que je vous propose comme thématique, si vous en êtes d'accord. Donc dérider le couple, l'humour comme catalyseur de l'intimité. Qu'est-ce que ça vous évoque? Catalyseur de l'intimité. C'est une ouverture vers, ça crée un espace pour se rencontrer et se connecter. Ça propulse, ça intensifie, ça... Propulser, intensifier, ouverture. Déclic. Déclic. Quoi d'autre? Ça ouvre comme ça. Ça pétille, ça explose. C'est quoi ce geste? Ça pétille. Vers l'extérieur ou vers l'intérieur?
Les deux. On n'est pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Et ça, c'est déjà un changement de posture et de positionnement de ne pas être obligé de choisir l'un ou l'autre. Il faut être gourmand dans la sexualité. On peut parfois s'autoriser à être gourmand et gourmande et vouloir un peu de tout. Pouvoir piocher un petit peu finalement ce dont on a envie, besoin, ou ce dont on n'a même pas encore conscience qu'on aurait l'envie et le besoin, parce que justement, on ne s'est jamais posé la question. Et donc, le propre peut-être de la thérapie de couple, c'est peut-être offrir aussi cet espace où on va s'autoriser à poser des questions en changeant de place et en n'étant pas figé dans sa posture de mari, d'époux, d'épouse. Est-ce que vous sentez déjà là, quand je dis mari, époux, épouse, je sais pas, tout de suite ça... Non ? Ça... Bon, il y a des gens, ils sont... moi, je suis madame de... médecin intel, ok, pourquoi pas, mais est-ce qu'on peut être aussi, parfois, s'autoriser à être soi-même avec, il y a 30 secondes, je ne sais pas ce que j'avais envie. Bah, si je suis tétanisée, comme mon partenaire me dit, mais là, de quoi tu as envie, c'est quoi ton fantasme, et que je suis comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je fais, là, avec le micro? Je crispe ici, si c'est crispé ici, c'est crispé là. Si c'est crispé là, c'est crispé ici, c'est crispé là, et puis c'est cadenassé ici. Donc l'humour, ça va peut-être permettre aussi de décadenasser, déverrouiller des espaces, des lieux, des terrains sur lesquels finalement on n'a même pas pu conscientiser que c'était verrouillé parce qu'on est trop dans notre mental. Et donc, dérider le couple, quand je déride, qu'est-ce que je vais aller dérider, a priori? Oui, c'est vrai. J'ai eu un patient qui m'a dit, Manga, j'ai qu'une seule ride. C'est à cet endroit-là. Je pense qu'il avait compris ce que c'était que l'humour. Alors, ce que je vous propose comme programme, c'est d'aller explorer le rôle de l'humour, finalement. Quel rôle on lui attribue dans la dynamique intime du couple. Moi, j'aime bien parler de dynamique du couple parce que du coup, ça les donne dans une impulsion qui fait que même si ça fait très longtemps qu'ils s'engueulent sur les mêmes sujets, qu'ils se prennent la tête pour savoir comment il faut ranger les assiettes dans le vaisselle et que ça les horrifie, que dans l'entrée, il y a toujours les chaussures à la même place, comment on pourrait dire, à la fois avec peut-être une communication non violente, mais si on rajoute un peu de peps d'humour, la communication non violente, ça va paraître un peu moins figé, un peu moins stérile. Et un peu moins, parce que tous et toutes, je pense que vous avez peut-être eu des approches autour de la communication non violente. Est-ce que réellement vous parlez comme ça à votre partenaire, à vos enfants, dans la vie de tous les jours? Quand vous êtes crevé le vendredi, après une semaine, est-ce que vous êtes dans cette communication, cette ouverture? Oui. Monsieur, ils comprennent rien. Ah, voilà, c'est la faute des autres. Donc on va voir. Comprendre aussi que la communication avec l'humour, ça peut peut-être nous mettre dans une dynamique de complicité. Est-ce que vous entendez, est-ce que vous employez encore aujourd'hui ce terme-là dans vos cabinets? J'espère que oui, que vous trouvez l'espace de le glisser. L'air de rien, comme ça, que l'intimité, c'est pas que de sexe qui s'emboîte ou se déboîte, c'est aussi cette intimité, cette complicité. Et moi, je fais souvent référence au Petit Prince. Alors peut-être que ça va remonter dans vos lectures, mais à ce personnage du renard qui dit « mais en fait, on ne peut pas se parler comme ça. Il faut d'abord qu'on s'apprivoise. » Et parfois, vouloir finalement reprendre une sexualité sans s'apprivoiser, sans s'embrasser, sans se dire bonjour, finalement, qu'est-ce qu'on se demande l'un à l'autre? On ne se rencontre pas. Et donc l'humour, ça va être aussi peut-être ce lien qui va permettre finalement de se dire mais comment on doit s'y prendre, comment on doit faire, comme si on avait un mode d'emploi comme ça, avec une fiche style ChatGPT, je rentre ce soir à la maison, qu'est-ce que je dois dire à mon conjoint? Non, peut-être qu'il va falloir compter sur son histoire, sur les petites choses aussi que l'un et l'autre on connaît, que personne d'autre sait, mais qu'on sait que si justement on y fait référence, en fait tu te souviens de cette petite nuit avec ta petite nuisette, tu l'as toujours chérie ta nuisette? Et toi ton string mon chéri? Ah oui. Et donc là, vous voyez qu'on est déjà dans un petit feeling qui va faire que... Ah, quand même, cette nuisette et ce petit string. Je suis en réunion, mon boss, il me fait chier avec ce qu'il me raconte. Là, il me demande ses indicateurs et tout, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais par contre, sa nuisette, tiens, j'ai le sourire.
Ça va Jacqueline, la réunion ça vous intéresse? Oui, 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 ça m'intéresse. Bah non, Jacqueline, elle est sur un autre mood. Hein, et puis ce soir, quand elle va rentrer, elle sera encore dans ce mood-là. Donc vous voyez que l'humour, finalement, il n'y a pas besoin de savoir, d'avoir un catalogue de blagues, je dirais, dans son attaché-caisse. Il faut simplement peut-être oser être enfin soi-même. Et que ça, bah, ça peut aussi se travailler dans le cabinet du sexo. Parce que, bah oui, il y a tout notre passif, tout ce qui est douloureux, mais est-ce qu'on pense parfois à demander à nos patients, c'était quand la dernière fois que vous avez eu un fou rire? Est-ce que vous pensez, vous, à poser cette question-là? Parce qu'on pose toujours des questions, c'est quoi les thématiques de vos conflits? Qu'est-ce qui ne va pas entre vous? Mais est-ce qu'on pense à leur poser la question, quand est-ce que la dernière fois vous avez ri ensemble? Eh bien, vous ne pouvez pas savoir quel effort ça leur demande. Parce que parfois, il va falloir remonter non pas à des semaines, non pas à des mois, mais parfois à des années. Et donc là, c'est là où on voit finalement, j'ai presque envie de dire, l'ampleur du travail qu'il y aura à faire, mais parfois pas tant que ça. Donc c'est un petit peu cette idée-là que j'ai envie de vous proposer. Et est-ce qu'il faut être un bout en train en tant que sexo pour aborder l'humour dans son cabinet? Peut-être qu'il y en a certains qui pensent « Ah non, moi je ne suis pas très drôle, en ce moment je n'ai pas le moral, je suis dans une situation qui fait que je n'ai pas forcément envie de rigoler. » Ce n'est pas le sujet finalement d'être un bout en train. Sinon on aurait tous pris dans nos formations sexo option humoriste. Hein? Donc il y a aussi cette idée peut-être des a priori que nous-mêmes on peut avoir par rapport à l'humour en disant moi en fait on m'a toujours dit que j'étais élève sérieuse sur les carnets de notes, donc a priori je ne suis pas quelqu'un qui a de l'humour. Finalement peut-être qu'aussi on a une idée un petit peu qui n'est pas tout à fait exacte, qui est un petit peu figée, dans laquelle on nous a mise et que nous du coup on ne va pas avoir cette ouverture non plus vis-à-vis de nos patients. Donc c'est un petit peu l'idée que je vous propose. Donc explorer le rôle de l'humour dans la dynamique du couple. Pourquoi on pourrait et où on devrait parler d'humour en sexologie clinique? Est-ce que vous en avez un petit peu une idée? Pour vérifier finalement s'il y a une certaine aptitude du couple à être dans la complicité aussi, s'ils sont toujours capables d'avoir ça ensemble, ou si en fait il n'y a que des disputes et que c'est uniquement ça leur quotidien. Enfin, ça donne une bonne indication sur le fonctionnement du couple en fait. Oui, tout à fait. Ça donne en fait un indicateur de pouvoir finalement changer de position, mais aussi d'aller peut-être botter en touche, et avec quelle forme d'humour? Parce qu'il y a plusieurs types d'humour. Est-ce que tous les types d'humour ont leur place? On a vu que ce matin, l'humour teinté d'ironie, ce n'est pas la meilleure option, d'accord? Mais malheureusement, c'est aussi celle avec laquelle finalement on travaille le plus. Donc, moi j'aime bien les citations, et Charlie Chaplin nous disait la chose suivante, déjà en 1940, le rire est un tonique, un soulagement, un répit qui permet d'atténuer la douleur. Est-ce que vous aviez déjà pensé au rire de cette manière-là? Comme un antidote, finalement. Vas-y. Comme disait Nathalie ce matin, ça nous permet aussi de relâcher notre côté sympathique, ça permet les tensions, ça fait redescendre un peu comme de la décharge, mais une décharge plus positive. Oui, très certainement, une décharge à la fois positive, mais si c'était une décharge négative, on prend ou on ne prend pas? C'est une décharge, qu'elle soit positive ou négative, elle a le droit d'exister et elle a le droit d'avoir sa place et de le reconnaître. Parce que si elle est présente, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. Donc l'écouter aussi et lui donner toute sa place, c'est pas inintéressant. Donc moi, ce que j'avais envie de vous partager, c'est un petit peu aussi les constats que je fais dans la pratique, à savoir que l'humour, finalement, pourquoi ne pas le prendre? Non pas comme j'ai de l'humour ou j'en ai pas, qui me paraît un petit peu réducteur, mais plutôt aussi comme un langage affectif. C'est-à-dire que si je suis capable d'avoir de l'humour, c'est que je me dis, et je vais me poser la question de savoir comment je peux aller rencontrer l'autre. Et dans le couple, dans la façon qu'on relationne avec l'autre, se poser la question de, mais finalement, comment je vais aller l'atteindre? Ça, c'est des questions qu'on se pose à quel moment, ça, de la relation? Au début, quand on va séduire, on va essayer de faire rire l'autre, on va essayer d'aller le chercher sur qui il ou elle va le faire sourire, parce qu'il y a quelque part où on veut, non pas le manipuler ou la manipuler, mais plutôt aller tirer, chercher ce qui va faire qu'on va être intéressant
intéressant pour l'autre. Donc finalement, c'est un atout dont on est tous et toutes dotés, mais qu'on a oublié. Et souvent, les couples qu'on voit, à moins que vous ayez la chance de les voir tout au début, genre 6 mois, ça y est, ça va déjà plus. Et là, j'ai envie de dire du pain béni, mais comme on les a et que ça fait parfois plusieurs décennies, ben, ils ont oublié les premiers jours, ils ont oublié les premiers temps. Donc cette question de savoir finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir remettre en place comme création d'espace de complicité, quand ils vous disent non, c'est pas possible, je le supporte plus, même sa respiration, la nuit, il dort, il ronfle, on est au stade de faire chambre à part, je ne peux plus le supporter ou je ne peux plus la supporter. Parfois, aller rechercher dans ses souvenirs de les premiers temps, c'était déjà comme ça. Alors oui, les premiers temps, il ronflait déjà, mais je ne sais pas. Je trouvais ça sexy. Ok, sexy, de ronfler, pourquoi pas. C'est vous qui voyez, madame. Mais il y a quoi de sexy dans ces ronflements? Ah, je ne sais pas, il était beau quand je le regardais dormir. Alors vous voyez que là, on les raccroche finalement à des sentiments qu'ils ont éprouvés. Et finalement, on se rend compte que, mais en termes factuels, c'est le même monsieur qui ronflait il y a 20 ans, il ronfle encore aujourd'hui, et pourquoi tout d'un coup c'est devenu insupportable? Ah, bah il y a toute la rancune, il y a toutes les petites vengeances personnelles qui entrent le couple. Et donc on voit que finalement cet espace de complicité, ben, il est grignoté par tous les amalgames qu'on a et qu'on fait comme un millefeuille, où on va finalement regarder l'autre que par le spectre de la négativité. Et que cette négativité finalement, bah, c'est un trait de caractère, de personnalité, mais c'est ce qui fait aussi que l'autre est un être humain. Et donc, du coup, bah, à quel moment on ne supporte plus et comment faire pour, non pas de nouveau supporter, mais peut-être avoir une grille de lecture un petit peu différente et qui va être colorée à la fois par l'humour, mais par aussi le fait que, bah, est-ce qu'il reste encore de l'envie, de la tendresse, d'aller rencontrer l'autre, de s'approcher à nouveau? Ou est-ce que finalement, on est tellement tendu, on est tellement dans son pré-gardé que finalement, on n'a même plus cet espace pour aller vers l'autre. Et donc, du coup, ben, l'humour comme langage affectif, je dirais, ça va permettre à la fois de redonner cet espace de complicité, peut-être de désamorcer aussi des problématiques dont on fait toute une montagne, mais finalement, quand il y a quelque chose de grave qui arrive, un problème de santé, un problème d'argent, est-ce que ça, finalement, ça va être grave, important, prioritaire ou finalement secondaire? Donc c'est un petit peu remettre les choses dans leur place. Peut-être aussi qu'il y a des interprétations. Vous savez, comme notre cerveau, il n'aime pas le vide, et que quand il ne comprend pas quelque chose, il va avoir tendance à aller chercher dans ses souvenirs et se dire « Ah bah s'il a dit ci, si elle a dit ça, c'est que si, c'est que ça ». Donc là, on est dans quoi? L'interprétation. Et l'interprétation, en général, c'est pour la survie, la fuite. Et le troisième? Le combat. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore dans l'ouverture et dans la rencontre, on est dans la protection, je me sécurise. Donc si je me sécurise, ça veut dire qu'il y a plein d'informations auxquelles... c'est pas que mon cerveau n'y a pas accès, mais c'est qu'il ne le garde pas en mémoire pour pouvoir savoir quelle réaction je dois avoir. Donc du coup, ce qui va nous intéresser, c'est peut-être d'aller entendre, non pas peut-être des critiques, mais peut-être des maladresses. Ça, c'est un mot merveilleux en thérapie de couple. Les maladresses. Parce que souvent, l'interprétation, moi j'en sais rien ce qui se passe dans la tête de mon conjoint ou de ma conjointe. Mais a priori, avec mes fils, j'ai décidé que c'était ça, l'explication. Parfois, c'est très 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 éloigné de la réalité, de sa réalité. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des malentendus, des maladresses. Et parfois, vous les désamorcez dans vos consultations. Quand vous leur demandez « Mais monsieur, c'est ce que vous vouliez dire, hein, madame ?» « Ah ben non, pas du tout. » « Ah, mais je ne savais pas que c'était ça que tu avais dans la tête. » Donc ça veut dire qu'ils considèrent qu'étant ensemble, ils se connaissent tellement qu'ils ne se posent plus la question de savoir « Mais au fait, qu'est-ce que tu voulais me dire? Quel était ton message ?» Et donc du coup, ça nous oblige à faire des pauses et des temps d'arrêt sur finalement un quotidien qui nous bouleverse, qui fait effet tornade et qui fait qu'on n'est que dans la jouxte verbale. Alors, je ne sais pas si ils sont branchés sur les chaînes CNews, Punchline et tout, mais c'est vrai qu'en termes de communication, ils ont tendance à être sur cette défensive qui font qu'ils ne peuvent pas être dans l'accueil. Alors, si on n'est pas dans l'accueil du dialogue, dans l'accueil des corps, ça devient un petit peu plus compliqué encore. Okay. Donc, c'est vrai que l'humour comme langage affectif, on va peut-être être un peu plus vigilant et vigilante sur qu'est-ce que je communique, sur quoi je dialogue, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre.
sur quoi j'ai envie d'aller. Et même les personnes qui se disent très ouvertes sur plein de questions, ben, quand vous leur demandez « mais comment vous parlez ? Quels mots vous employez ?» Ben, ça demande de faire un travail de remise en question. Est-ce qu'on a envie de ça, se remettre en question ? C'est chiant, se remettre en question. Ça veut dire qu'on doit aller regarder du côté de nos vulnérabilités. Et ça, on n'a pas toujours envie de ça. Mais est-ce que ce n'est pas notre rôle, dans notre cabinet, de leur offrir cette sécurité intérieure pour qu'ils puissent s'autoriser à aller regarder du côté de leur part d'ombre, du côté finalement de leur vulnérabilité, et que c'est OK, parce qu'avant tout, on est des êtres humains. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des surfemmes, et que le ridicule ne tuant pas, on a tous en fait droit à se tromper, le droit à être ridicule, même j'ai envie de dire. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont être beaucoup plus authentiques dans leur façon d'être, d'agir. Alors le masque social, on l'a toujours, d'accord, mais peut-être que sous la couette, dans l'alcôve de la chambre, dans l'intimité de ce couple, peut-être qu'ils vont s'autoriser enfin à être authentiques avec eux-mêmes et avec l'autre. Donc le langage affectif de l'humour, moi je trouve qu'il a vraiment cette importance, en tout cas, à pouvoir avoir un droit de cité dans nos cabinets. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le langage affectif, c'est vraiment ce qu'on va pouvoir permettre de se donner l'un à l'autre et s'offrir l'un à l'autre. Ensuite, finalement, qu'est-ce qu'on construit à travers le rire? Si vous pensez chacun, chacune à la dernière fois que vous avez ri avec quelqu'un de proche, si vous n'êtes pas en couple, c'est pas le sujet. La complicité. La complicité. Oh, trop bien. C'est trop bien. C'est la base. C'est la base. Non, c'est pas le sexe, la base? Ah mince, alors j'ai loupé un truc alors. Ouais. Et ouais, c'est ça, c'est la complicité. C'est ce qu'on se souvient en fait. C'est le créateur de souvenirs. Ouais. Le sexe aussi, si c'est bien fait. Si c'est nul. Et si c'est mal fait, si je sais pas, j'ai peut-être besoin d'apprendre. Soit on s'ennuie et on s'en souvient plus, soit c'est traumatique et mieux vaut pas en avoir à faire, soit si c'est bien, on s'en souvient. Ouais. Et si c'est bien, s'en souvient, on peut peut-être faire partager à l'autre que, purée, la dernière fois, là, tu m'as émoustillé d'une manière, franchement, si tu pouvais remettre le couvert, ça serait pas mal. Et donc là, finalement, où est-ce qu'ils vont pouvoir s'autoriser ce temps-là quand ils sont à couteau tiré comme ça? Par l'espace de notre cabinet, peut-être qu'ils ne vont pas oser justement se mettre dans cette dynamique-là à la maison. Donc finalement, c'est peut-être à nous aussi de leur impulser cette idée que finalement, c'est quoi la qualité de votre lien? Parce que là, vous me parlez qu'il n'y a pas assez de sexe, que vous avez lu dans un article que c'est 4 fois par semaine minimum, donc le compte n'y est pas, et vous êtes frustré, et en plus vous n'êtes pas compris, et puis en plus, en tant que femme ou homme, vous avez des besoins. Avant de parler de besoins, est-ce qu'on peut parler de sécurité émotionnelle entre ces deux personnages? C'est quoi la sécurité émotionnelle? C'est en fait, quand tu me regardes, je te regarde et je flippe pas, quoi. Ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur, dans mes tripes, génitalement parlant, en fait, il n'y a rien qui se contredit, il n'y a rien qui est chamboulé. C'est tout dans on peut y aller ensemble. Donc la sécurité émotionnelle, c'est pour moi effectivement quelque chose qui doit être vérifier, et puis si ce n'est pas le cas, peut-être se dire où on en est. Est-ce qu'on peut se faire confiance ou pas? Ou est-ce qu'on est comme ça crispé? Parce que si on est crispé dans le lit, ça ne se passe pas super bien et pas facilement. Ensuite, sa confiance. J'imagine que vous en discutez dans votre cabinet, c'est des sujets que vous abordez, la confiance, et les couples que vous recevez, ils l'abordent comment? Quand est-ce qu'on vient vous parler de confiance dans vos cabinets? Quand il y a eu? Adultère. Alors vous entendez quoi comme mot? Adultère, tromperie, trahison, Trempage de biscuits. trempage de biscuits. Il a été jusque-là. Là, on ne nous parle que de confiance qui a été bafouée. Couteau de canif dans le contrat de mariage. Donc ça va être compliqué d'être dans cette écoute, de dire sécurité émotionnelle, je refais confiance, je vais l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a parfois du lien à réparer. Et donc la question du droit à l'erreur, est-ce que ça c'est quelque chose dont vous parlez dans vos cabinets? Le droit à l'erreur, le droit de se tromper, le droit d'être faillible. En même temps, j'avais choisi parce qu'il m'avait promis d'être une princesse. Donc ça, c'était pas au programme, son histoire de « je vais tremper mon biscuit à droite à gauche ».
C'était pas au programme. Donc là, en fait, moi, j'aime bien travailler quand on parle de trahison, des mots qui sont assez forts, mais qui sont connotés de moralité, finalement, et de jugement. J'aime bien aller travailler sur cette question de, finalement, réciprocité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas, en fait, quand tu vous poses la question, bon, alors, c'est 50-50, hein. C'est autant ma faute que sa faute. Je fais non, c'est 100%, 100%. Pourquoi, à votre avis, je le répartis 100%, 100%? Éviter d'avoir 80-20, non 70-30, enfin, de la négociation. C'est 100% de ce qu'on met soi. Oui, aussi. C'est ce qu'on prend la responsabilité. Donc, travailler sur le pardon, moi, je n'ai pas encore réussi, ça. Je vous avoue que c'est encore un travail que je devrais faire. Mais sur la responsabilité du fait qu'on n'est après tout que des êtres humains, est-ce que ça peut faire sens pour vous ou pas? C'est la question, on arrête ou on continue? Mais on arrête quoi et on continue quoi? On arrête de se faire la guerre ou on arrête de faire l'amour? Bon, arrêter de faire l'amour, ça fait déjà un an qu'ils n'ont plus de rapport sexuel, donc je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous. Ça, c'est fait. On a mieux, quoi. Mais on arrête peut-être de se faire du mal, parce que est-ce qu'on se pose la question de comment puis-je t'aimer davantage? Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là en thérapie? Comment puis-je t'aimer davantage? Parce qu'a priori, on n'est pas ensemble pour se faire du mal. Ou alors, je n'ai pas bien compris ce que c'était que le couple. Mais ça peut être intéressant d'amener comme ça et de poser en thérapie des propositions et des pistes, pas forcément dans le but d'y répondre, mais de poser des petites graines. Et donc l'humour, il va pouvoir germer sur ce terreau-là qu'on aura semé. Et je trouve ça peut-être intéressant de ne pas forcément vouloir apporter des réponses, mais d'offrir un espace où on peut se questionner sa relation, qu'est-ce qu'on y met, et qu'est-ce que finalement on se partage, ou qu'est-ce qu'on retient. Et donc là, c'est intéressant de se dire, finalement, parler de bienveillance, si ce n'est pas pour la partager, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens. Donc là, on va remettre, vous voyez, des balises, des ancrages qui vont faire que finalement, quand quelqu'un est en train de se noyer, est-ce que vous savez pourquoi les gens se noient? Parce qu'ils se débattent. Et nous, on a des patients qui sont dans cette dynamique-là de se débattre, alors que s'ils acceptaient de se faire porter par les flots, nécessairement, ils reviendraient au rivage. Et donc peut-être que le rivage, c'est d'aller reposer les marques de qu'est-ce qu'on a envie de faire et de construire encore aujourd'hui dans notre relation de couple. En clair, c'est la question, à quoi ça sert le couple? Est-ce que ça sert que pour la sécurité, que pour la sécurité économique? Est-ce que ça sert à construire un foyer? Mais quand on a déjà tout ça et qu'on est en crise dans son couple, il faut trouver des nouvelles branches auxquelles se tenir, auxquelles se suspendre. Et donc, du coup, c'est là où il va y avoir finalement cette gratitude qui va pouvoir se mettre en place. Est-ce que oui ou non, je suis heureux, satisfait, sachant que, je ne sais pas si vous faites passer des questionnaires de satisfaction conjugale, on n'y met pas tous et toutes la même chose dans la satisfaction conjugale, hein. Donc, du coup, ça veut dire que ça peut bouger. Et c'est ça, surtout, à mon sens, qu'il est important avec l'humour de faire passer, c'est que plus on est figé et plus on est accroché, et moins on a d'espace pour la créativité, moins on a d'espace pour rencontrer l'autre. Et si on a moins d'espace, finalement, on refait la même chose. Et faire et refaire la même chose en attendant une issue différente, c'est tout simplement la définition de la folie qui a été donnée par Einstein. Donc du coup, c'est aussi ça, les amener à se dire, finalement, vous venez déposer des choses au cabinet, en thérapie, mais qu'est-ce que vous avez envie de prendre, de retenir pour avancer dans la direction qui est la vôtre? Parce que moi, personnellement, je ne sais pas laquelle est la meilleure pour vous. Et donc, redonner aussi cette co-responsabilité dans la thérapie, qu'on ne vient pas déposer, décharger dans le cabinet et on repart comme en 40. Parce qu'on ne repartira jamais comme en 40 et on ne repartira jamais comme on est arrivé. Et donc, cette gratitude, comment on va la mettre en acte? Donc c'est pour ça que cette question de comment puis-je t'aimer davantage, même quand il y a des trahisons, même quand il y a des déceptions, elle peut faire sens encore. Tout au moins si on a envie d'être ensemble. Et que là, finalement, ça va peut-être être le moment de dire « mais non, finalement, en fait, j'ai plus envie de vivre avec toi. » Alors, j'ai plus envie de vivre avec toi ou j'ai plus envie de vivre avec toi comme on est en train de vivre maintenant?
Ce n'est pas tout à fait la même question qui est posée. Donc là, on va les obliger finalement à affiner la réflexion sur de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, pour me sentir bien à ma place, à l'âge que j'ai, avec le parcours qui est le mien, et le parcours que j'ai encore devant moi. Donc c'est vrai que là, on est peut-être sur des questions existentielles, ça n'a pas l'air très drôle comme ça, mais c'est les bases dont on a besoin pour pouvoir être apte à être dans l'humour, parce que sinon on va être dans l'ironie, on va être dans blesser l'autre, on va être dans les règlements de compte, on ne pourra pas être dans un humour qui va donner cette créativité. Dans l'humour qui va être donc révélateur de la qualité du lien, finalement ce qui va être important aussi, c'est est-ce que je m'autorise à être libre finalement, ou je suis enfermée dans des normes. Alors, je ne sais pas si dans votre patientèle, vous avez des pro-militants du féminisme, toutes ces choses-là. Moi, j'en ai pas mal qui sont dans des injonctions paradoxales entre je suis féministe, donc il est hors de question que je me rase les poils. Ok, d'accord, mais monsieur, il aime avec ou sans poils? Vous aimez avec ou sans poils? Quand vous touchez, quand vous caressez, quelle est la perception? Quelle est votre sensation? Ah mais non, mais il n'en est pas question. Mais je ne vous parle pas de ça, je vous parle de ce que vous appréciez, vous, là, maintenant, aujourd'hui, avec ou sans poils. Ce n'est pas une question de militantisme, c'est une question de ressenti personnel. Ah ben non, moi j'aime bien quand ça pique un peu, que c'est comme ci, que c'est comme ça. Ah bon, t'aimes bien ça, toi, maintenant? Ah bah oui, et donc là, qu'est-ce qu'on a créé chez l'un et chez l'autre? De l'étonnement. L'humour, ça peut commencer par l'étonnement. S'il y a de l'étonnement, ça veut dire que quelque part, c'est comme si je redécouvrais l'autre. Redécouvrir l'autre, c'est aussi comme ça que je vais pouvoir aller grappiller du côté de l'humour. Ah bon, t'aimes bien... Ah ouais, tu me trouves sexy avec ma barbe de 2 jours ou 3 jours? Ah, quand même, entre 2 et 3, je sais pas. Et on voit comme ça un petit lien différent qui se met, quelque chose qui va pétiller. On va voir des petits rictus. C'est quoi ce petit rictus là, madame, que vous avez? Vous pensez à quoi là? Vous n'êtes pas en train de penser à madame Gass là, donc dites-moi à quoi vous pensez. Et oui, non, je ne sais pas comment vous le dire, je ne sais pas si je pourrais. Il me le dire dans l'oreille alors. Mais plutôt dites-le dans l'oreille de monsieur, parce que moi finalement ça ne me regarde pas. Et donc là, vous voyez, ils osent faire quelque chose, allez chuchoter. Ah mais arrête, ça me fait des guilis. Ils sont gênés, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé là. Ça a l'air ridicule comme ça. Mais il y a des personnes qui ne se sont pas touchées depuis plusieurs mois, qui arrivent dans notre cabinet, qui déchargent, qui sont fâchées, qui ont de la colère, qui ont de la frustration. Mais le contact juste tactile, il n'y a plus du tout. Au fait, comment vous vous dites au revoir le matin quand vous partez au travail? Comment ça, comment on se dit au revoir? Je lui dis bonne journée. Je fais, ah ouais, d'accord, comme des colocataires, quoi. Donc moi, si je viens chez vous, je fais comment pour faire la différence entre si vous êtes des colocataires ou si vous êtes vraiment un couple? Ah bah non. Et donc du coup, là, on va remettre une réflexion qui va être, finalement, demain, comment je vais embrasser ou pas, faire savoir que ce soir, j'ai envie de te retrouver ou pas. C'est des questions qui vont amener peut-être à la fois, ouais, tiens, finalement, on fait les choses machinalement. Et comment vous avez envie de faire comprendre, sentir à votre partenaire que là, quand vous le quittez pour aller au travail, peut-être qu'il y aura une petite surprise en rentrant ce soir à la maison, ou pas? Ça met autre chose dans la tête. Ah ouais, mais non, en fait, comme il n'a pas fait ci le week-end dernier, j'avais demandé ci, ça. Je fais, est-ce que ça nourrit votre relation? Non, mais... Alors les non-mais, ça c'est les vrais tue-l'amour de l'humour. Non-mais. Est-ce que vous l'entendez ça dans votre cabinet? Non-mais. Il y a les oui-mais aussi. Les non-mais et les oui-mais. Et dans les oui-mais, ça veut dire que c'est de l'amour conditionné. C'est ça, donc ça veut dire que là, c'est un couple qui est dans quoi? La transaction. Les attentes, que c'est l'autre qui doit répondre aux attentes. Donc du coup, là, on va pouvoir travailler sur c'est quoi mon espace de liberté et quelle liberté je me donne et quelle liberté je donne à l'autre. Parce que si moi, je m'octroie de la liberté, il faut que l'autre aussi en ait. Donc comment on va gérer ça, finalement? Comment on va s'y prendre pour ne pas être dans continuellement cette transaction? C'est finalement aussi accepter l'altérité. Donc j'imagine que vous travaillez ça beaucoup, ces notions de l'altérité, l'alter ego avec l'autre.
et pas l'autre à mon service pour répondre à mes besoins. Donc si la question c'est comment tu peux m'aimer comme papa ou maman ne m'ont pas suffisamment aimé, ça ne va pas être bien parti. D'accord ? Et on a beaucoup ces thématiques-là qui reviennent de manière implicite et qui vont empêcher cette ouverture à l'humour. D'accord ? Oui. La question, ce serait donc pas comment puis-je t'aimer davantage, mais comment puis-je t'aimer différemment ? Comment toi, tu peux m'aimer différemment là ? Davantage, il faut savoir qu'est-ce qu'on met dans le davantage. C'est toujours pareil, La la sémantique. sémantique, mais c'est ce qui nous manque le plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas la difficulté de mettre en mots. On parlait ce matin des émotions, qui sont des émotions basiques, mais parfois ils n'arrivent même pas à les mettre en mots et se dialoguer finalement quels sont leurs besoins et quels sont leurs sentiments. Donc aller faire de la CNV quand on n'est pas capable de mettre et d'identifier ses émotions, c'est compliqué. Donc comment puis-je t'aimer davantage, mais comment puis-je t'aimer différemment que ce que je fais jusqu'à présent qui ne nous satisfait pas et qui fait qu'aujourd'hui on est en thérapie. Donc là on va retourner finalement les questions différemment pour qu'eux aussi se positionnent différemment. Parce que sinon, l'humour, il ne va pas pouvoir émerger. Hein. Il y a trop de rancœur, il y a trop de mal-être, il y a trop de sentiments de ne pas exister, de trahison. Donc tous ces sentiments-là, on ne va pas les balayer d'un coup de revers parce qu'on aura sorti un trait d'humour. C'est un petit peu factice, hein, cette approche-là. Mais cette idée d'avoir une nouvelle liberté, un nouvel endroit où on peut finalement se dire dans l'altérité et travailler cet élément-là. Donc finalement, à partir du moment où on aura posé ces petites graines, peut-être qu'on sera capable finalement de dérouter finalement des anecdotes qui vont nous ramener au cabinet et leur demander finalement, est-ce qu'il y aurait un moyen, une autre grille de lecture possible par rapport à ça, et si possible une grille de lecture avec de l'humour. C'est pas drôle, Madame Gass. J'ai pas dit que c'était drôle, mais peut-être qu'il y a une autre façon de voir les choses, avec finalement peut-être un petit peu plus de tolérance vis-à-vis de l'autre qui n'est pas forcé d'être sur la même longueur d'onde. Donc qu'est-ce que ça vous évoque cette image ? Toi, tu veux encore me faire fondre. La complicité. Complicité, quoi d'autre ? Séduction. Jeu. La gourmandise. La gourmandise. Invitation. Invitation. Connexion. Connexion. Tendresse. Ah, de la tendresse. Quoi d'autre ? Envie. L'envie. La envie d'avoir envie, c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe entre eux là ? Qu'est-ce que vous voyez sur l'image entre ces deux protagonistes ? Vous voyez pas de la malice entre eux ? Du second degré. Dans l'humour, on a besoin d'avoir accès au second degré. Justement, si c'est du désir pour le gâteau, ça dépend de quel gâteau vous parlez. Hein. Vous voyez comme un mot peut avoir 36 000 sous-entendus. On a une chance extraordinaire avec la langue française, c'est que les mots sont polysémiques. Et qu'avec l'intonation, je peux dire tout et son contraire et faire des invitations là où vous n'en voyez pas. Vous vous êtes jamais amusé à envoyer des petites images ? Je sais pas moi, l'image de deux montagnes. Ça vous fait penser à quoi ? Nous, aux Antilles, on a une route qui s'appelle la route des deux mamelles, à votre avis. Ça fait référence à quoi ? Au ski. Ah, vous aimez bien les pentes vallonnées, hein ? Je vois ça. Donc, effectivement, il va falloir avoir du second degré, être capable de rire de soi, parce que finalement, tout ça, c'est pas si grave. Et donc, du coup, on va pouvoir utiliser l'humour comme responsabilité qui va nourrir notre relation ou alors la fragiliser. C'est ce qu'on a vu ce matin avec l'ironie, de l'humour qui est mal placé, qui est fait pour blesser. Ça ne va pas nourrir la relation, ça va la fragiliser. Ça veut dire que cet humour, c'est un humour qui va être plutôt coloré par la complicité. Et si c'est un humour où on est dans la moquerie, qui est fait pour blesser l'autre, ça veut dire qu'il y a d'autres choses à travailler. Mais là, on n'est pas dans l'humour qui va faire du bien à la relation.
Et puis pour nous, finalement, quand on va aborder cette question de finalement la dernière fois que vous avez eu un fou rire ensemble, que vous vous êtes amusés ensemble, ce qui va être important pour nous, c'est l'éclairage que ça va nous donner sur la dynamique de couple qu'il y a entre ces deux personnes. C'est finalement comment ils échangent, quels mots, comment ils se rencontrent, comment ils se reconnaissent, comment ils s'aiment, comment ils se détestent. Et finalement, c'est ça qui fait la relation et leur histoire. Et tout est bon à prendre là-dedans. Il n'y a pas, je prends ça, je jette ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est pas de ça dont il s'agit, bien ou pas bien. C'est est-ce que ça nous nourrit? Si ça nous nourrit, ça veut dire qu'on se sent vivant dans la relation. Donc c'est ça qui va nous intéresser dans l'humour. C'est de rendre la relation vivante. Pourquoi ça va être intéressant de rendre la relation vivante? Parce que ça nous fait du bien. Il y a une étude qui a été faite chez des étudiants à l'université de Singapour. Bon, ils ont un petit peu triché, hein, parce que quand on lit les éléments, le biais, c'est que c'est des étudiants, ce n'est pas des relations pérennes sur 10 ou 15 ans. Donc, ce qu'on a dans cette étude-là, c'est un amorçage qui peut être quand même intéressant de savoir finalement qu'est-ce qu'il y a dans votre composition pour passer une bonne journée avec votre partenaire. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est finalement les jours où il y avait des interactions colorées avec de l'humour, les personnes avaient le sentiment, non pas forcément d'être plus engagés l'un et l'autre dans la relation, mais de passer déjà une bonne journée. Ça veut dire que l'autre, finalement, participe ou coparticipe au fait qu'on passe une bonne journée. Souvent, quand on se sépare, ce qu'on souhaite à l'autre, c'est de passer une bonne journée. Et est-ce que c'est pas valorisant pour son propre narcissisme de dire qu'on a contribué à ce que l'autre passe une moins mauvaise journée? Vous voyez, qu'est-ce que j'ai dit là? Passer une moins mauvaise journée. Ça, c'est peut-être plus accessible que de passer une bonne journée. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi choisir les curseurs d'indicateurs et d'évaluation. Et pour les couples qu'on reçoit qui sont fixés sur... Ils sont fixés sur quoi? Performance. Ils n'ont que ça à la bouche. La performance. D'accord? Peut-être que là, on va leur apprendre à faire preuve et à savoir faire preuve d'humilité pour eux-mêmes et pour leurs relations. Donc, d'avoir une certaine exigence, mais pas une exigence qui fait qu'on est défaitiste dès le départ et que c'est inaccessible. Non, des petites choses qui vont faire qu'on va se dire, tiens, si je lance cette petite phrase, si je lance ce petit compliment, si je fais attention à lui ou à elle qu'il a fait tel ou tel changement, peut-être que ça va participer à passer une moins mauvaise journée. Et ça, je pense que ça peut être déjà accessible et entendable pour nos patients. Donc, je vous ai mis effectivement cette petite photo « Never forget to smile » parce que finalement, je crois qu'avec les vicissitudes de la vie, on oublie qu'on a une bouche, des dents pour aussi sourire. Et que ça, c'est ce qui est universellement compris et reconnu dans toutes les cultures, quel que soit l'espace géographique auquel on se côtoie, où on se rencontre, les êtres humains, ils sourient tous. Et quand on sourit à l'autre, tout le monde, en fait, reconnaît. Émotionnellement, il n'y a pas d'interprétation. Tu me souris, je te souris. Donc, a priori, on peut se rencontrer, on peut dialoguer, on peut aller l'un vers l'autre. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, de se dire, finalement, est-ce que je pense à sourire dans la journée? Déjà, est-ce que je peux me sourire à moi-même, même si je vis des choses difficiles? Est-ce que je peux sourire à l'autre? C'est peut-être des questions qu'on oublie dans le quotidien et qu'il n'est pas inintéressant à remettre, parce que ça va être, je dirais, les prémices de l'humour. Humour comme outil relationnel, ça veut dire que s'il y a possiblement tous ces ingrédients, l'humour, il va faire quoi? Il va venir établir un pont entre les deux partenaires, ou plus, s'il y a, parce que parfois vous pouvez recevoir des personnes qui sont en poly-relation. Donc on va être dans un humour qui va permettre finalement, en termes de finalité, de réduire les distances, qui va favoriser, mais concrètement, la confiance. Donc c'est pas « je te donne ma confiance parce que tu m'as prouvé que tu en étais digne », c'est a priori « je fais le choix de t'offrir cette confiance et que tu vas en être digne. Donc je te dépose quelque chose et comme je me sens responsable de quelque chose, peut-être que j'aurais envie d'honorer contractuellement cet élément-là de la relation. Et donc là, c'est pas que c'est hâte, c'est juste qu'on les a décollés finalement de toutes ces contraintes et de tout finalement ce bagage émotionnel qui remplit nos valises, qui remplit nos bagages, mais qui finalement ne va pas nous permettre de nous ouvrir à l'autre et que ça ne va pas se faire par une baguette magique.
Ensuite, finalement, on entend beaucoup le mot bienveillance. Il ne se passe pas une journée, un article sur les réseaux, une conversation où on parle de bienveillance. Est-ce qu'en revanche, vous entendez parler du mot bientraitance ? À part dans les maisons pour personnes âgées ou personnes en situation de handicap, est-ce que vous entendez ce terme de bientraitance ? Qu'est-ce que ça veut dire bien traiter la relation que j'ai avec toi, que je partage avec toi ? La nourrir. Je dirais la nourrir. Oui, mais comment ? De petites attentions tous les jours, de complicité tous les jours. Ah ouais, non, mais ça veut dire que je vais passer à la casserole ce soir, ça encore. Ça, non, mais c'est une arnaque, hein, votre truc, là. Non, moi, je suis pas d'accord. Hein. Ça peut être chouette, la sexualité. Non, mais passer à la casserole, non, je suis pas d'accord. Ah oui, mais c'est pas le but de passer à la casserole, c'est de passer un bon moment. Ouais, mais pour moi, c'est synonyme de passer à la casserole. Vous voyez ? Donc, moi, ce que je vais choper, c'est le fait qu'elle m'ait répondu, moi, je vais passer à la casserole. Parce que ça, c'est quoi ? C'est pas une belle métaphore, ça ? Ça vient d'où, cette histoire de passer à la casserole, madame ? Donc, vous imaginez que vous êtes une casserole, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Et donc, du coup, on va jouer sur quoi ? L'absurdité, le côté burlesque, finalement. Parce que si on part sur « Oui, vous avez raison, madame, après autant d'années et de siècles où les femmes ont été bafouées, vous avez tout à fait les raisons de vous rebeller. » On a le droit de penser ça, mais est-ce que ça va nourrir autrement la relation ? Pas sûr, pas certain. Donc, ce qu'on va essayer, à travers la bientraitance, c'est d'amener finalement un langage qui va être là pour soutenir la relation dans l'attachement que l'un et l'autre peuvent avoir, ou ce détachement, cette sensation d'une relation qui est en train de s'effriter. Dans les plaintes, vous les entendez, cet effritement. Il n'est pas verbalisé de cette manière-là, mais on ne se comprend plus, on ne se parle plus. Au début de notre relation, on avait du temps pour nous, puis après on a eu des enfants, puis après les amis qu'on voyait, eux aussi, ils ont eu des enfants. Donc finalement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la nostalgie. Souvent, les couples, quand on les reçoit dans nos cabinets, ils ont des relents de nostalgie, finalement, dans les besoins qui sont non satisfaits. Ils ne nous parlent pas des besoins maintenant qu'ils ont, ils nous parlent de ce qu'ils ont connu et qu'ils n'ont plus. Donc ils nous parlent de la perte, ils nous parlent du deuil, et ils nous parlent que finalement, moi je n'ai pas signé pour ça. Hein. En gros, c'est un peu ça qu'ils nous disent. Hein. Moi je pensais que, tu m'avais promis que, quand on s'est rencontrés, on avait du sexe ensemble, et puis là maintenant, c'est rideaux, ceinture, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah oui, mais comment vous vous présentez l'un à l'autre ? Comment vous proposez les choses l'un à l'autre ? Donc vous ne faites pas de bisous le matin. Vous ne communiquez pas dans la journée, même pas un petit sexting, comme ça, histoire de réchauffer. Et vous arrivez le soir, on se met au lit, et d'emblée, il faudrait être dans un contact, dans quelque chose de charnel, de « Ah, je suis bien ». Bah non, en fait, c'est pas possible. Donc là, on va finalement essayer de trouver un langage qui va venir soutenir l'attachement, nourrir la créativité du lien, mais aussi qui va être catalyseur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, catalyseur ? Comment on pourrait faire passer cette expression-là, ce concept-là ? Vous avez une idée ? Il intensifie. L'humour peut intensifier le relationnel entre les partenaires. Alors, intensifier ma colère, ouais, tu vas passer un sale quart d'heure ce soir, ça c'est sûr. Ouais. Tu pourras te la mettre derrière l'oreille, en fait. Hein. Si c'est ça mon humour, je suis pas sûre que ça va être... Ouais. Faciliter en fait la connexion, faciliter le lien, la complicité, plein de choses à la fois, plein d'aspects. Alors, quand vous parlez de connexion, est-ce que vous pensez que c'est simple ? Parce que c'est un mot valise qui a un peu tendance à me déranger. C'est très à la mode, je vous l'accorde. Ouais, mais derrière, qu'est-ce qu'on pourrait justement ? Parce que finalement, se connecter, est-ce que vous, visuellement, vous visualisez, vous ? Quand vous dites le mot connexion, quand vous entendez le mot connexion dans votre cabinet, est-ce que votre cerveau, il sait faire de la connexion ? Je pense que oui, mais pas de la connexion physique. Je ne sais pas comment expliquer. La connexion un peu wifi. Oui, mais si on veut qu'il y ait un passage à l'acte, que ce soir, ça se traduit sous la couette. En fait, la connexion, moi je dirais que c'est avoir ce sentiment d'être sur la même longueur d'onde. Bah ouais, moi j'aime la pizza, et toi aussi t'aimes la pizza, donc on est connectés. Avec une pizza. Là, c'est sous la couette. Mais là, c'est sous la couette. Donc on se parle et on n'a pas besoin de. Enfin, on se regarde, on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. La chose qui
Ouais, mais moi, quand je vois ton visage comme ça, j'ai peur. Hein. Donc, moi, me connecter avec quelqu'un qui m'envoie des ondes négatives, je sais pas. Hein. Vous avez vu, madame, là, comme elle me regarde, ma femme, dans le cabinet Humour ironique, là. Ah, bah, c'est ça qu'on a dans notre cabinet. Souvent, dans leur système de défense, tout ce qu'on va proposer sur le tour, un petit peu de l'humour, ils vont se mettre en défense. Et ils vont nous donner des contre-propositions. Vous n'avez pas ça dans vos cabinets? Tout ce que vous leur proposez, ils ont en 2-3 mouvements, ils dégainent. Pour moi, c'est très stratégique. Quand je vois qu'il y a un repli, je laisse, je prends la distance et j'invite déjà à la patiente ou le patient, parce que ça peut être l'homme aussi, Bien sûr. j'invite à parler d'elle finalement, si besoin de... En disant quoi? Ce que je ressens, en partant du jeu. Ces manques, et je valide. Et là, après, je l'invite à l'empathie. Alors, et vous, l'autre côté, parlez aussi à ses profs. Est-ce que vous pensez à leur demander de se tourner l'un vers l'autre oui, à ce moment-là, de changer de position? Alors, de tourner l'un vers l'autre, quand on me demande de s'impliquer l'un ou l'autre, on me demande d'être de son côté, je dis, voilà, elle est juste à côté de vous. Et est-ce que vous avez déjà pensé à leur faire dire la même chose, mais en étant dos à dos, en étant collés l'un à l'autre? Pourquoi c'est intéressant de leur faire bouger? Ah, il y a longtemps, vous voyez les souvenirs? J'ai fait au début de ma pratique. Et pourquoi plus maintenant? Je ne sais pas. Pourquoi c'est intéressant de les faire se parler, de se dire les choses en étant dos à dos? Moi, je suis sur la catalyse encore. Je voulais vous répondre avec une phrase du Petit Prince: si l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ah. Voilà, ça pourrait répondre à les yeux. Je dirais qu'en plus, du coup, il y a un contact dans le dos, mais on n'est pas dans le regard direct et on peut peut-être se permettre de dire un peu plus des choses s'il y a déjà de la tension dans le couple. Et de se ressentir. Voilà, Ah, mais justement, moi, c'est un exercice que je propose quand il y a beaucoup de tension. À votre avis, pourquoi? Alors déjà, on va éviter le jugement du regard. Vous savez, ouais, c'est ça, allez. Alors ça y est, c'est reparti pour un tour. Vous voyez ce genre de regard vers le ciel qui est très disqualifiant dans la parole de l'autre, sans que nous-mêmes, on ait besoin de dire par la parole, mais rien que de lever les yeux au ciel. Et puis après, c'est, t'as levé les yeux au ciel. Ok, je vais baisser les yeux. Et là, il se renvoie une balle de petite fille, petit garçon, avec maman castratrice. Ça refait un jeu qui est pas bon, là. Et puis ça peut être sans fin dans votre cabinet. Alors que si vous les mettez dos à dos, faites l'expérience, mettez-vous dos à dos avec la personne qui est à côté de vous. Allez-y. Mais il faut que vous soyez en contact, s'il vous plaît, si c'est possible pour vous. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand on prend le temps? Il y a une chaleur incroyable. En même temps, on n'est pas spécialement fâché non plus. Oh mince, j'ai pas choisi les bons cobayes. Elle rigole déjà. C'est ça que je cherchais. Quand il y a pourquoi je fais cet exercice-là, c'est quand je sens qu'ils sont à couteau tiré et que ça y est, ça va partir en freestyle. Là. Moi, je vais me retrouver au milieu de tout ça, j'ai pas envie de gérer ça, je suis pas payée pour ça. Ou alors, je fais augmenter le tarif et doubler. Ok ? Non, ce que je veux, c'est qu'ils respirent de manière synchronisée. Parce que s'ils respirent de manière synchronisée, ça veut dire qu'ils s'écoutent. Et comme on respire aussi par les poumons, au niveau du diaphragme, moi, je vais aller chercher ça, le fait qu'ils sont encore capables de faire quelque chose ensemble et en même temps. Et pas seulement avoir un orgasme en même temps, parce que ça, c'est grand fantasme. Hein, mais qu'on peut déjà, avant d'installer de l'humour, apprendre à respirer ensemble. Parce que pour avoir de l'humour et rire à l'humour de l'autre, il faut être synchronisé. Il faut être sur la même longueur d'onde. Je crois que c'est vous qui avez parlé de ça tout à l'heure. Merci Madame Gass, parce que cet exercice, je le fais avec mes patients, et surtout les patients qui ne savent pas communiquer, qui ne savent pas s'entendre, s'écouter. Donc je ne sais pas comment est-ce que j'ai découvert ça, si je l'ai inventé, parce que des fois, le soir, je réfléchis à quel type d'outils je pourrais faire. Donc j'ai découvert le dos à dos et le vis-à-vis. Je les ai interprétés comme ça. Donc je commence par le dos à dos, ceux qui ont du mal à pouvoir se dire les choses. Et donc j'ai trouvé, ils se prennent 2 minutes, donc avec un pile ou face,
C'est toi qui commences, c'est moi qui commence, et on chronomètre. C'est vous qui nous avez donné cette outil. On en avait parlé pendant la formation. C'est ça. Et puis ensuite, après, il parle en jeu sans avoir à se critiquer. Et ensuite, après, ils font un débriefing, ils ne donnent pas de réponse à ce qu'a dit l'autre, et c'est après qu'ils font un débriefing. À tel point qu'ils ont trouvé ça super intéressant, qu'après, même qu'ils le font après l'accompagnement, ils continuent d'utiliser cet outil comme moyen de communication. Et rapidement, petite anecdote, j'ai eu un couple qui un jour a découvert un SMS chez sa partenaire. Il n'a rien dit et il a dit à sa partenaire, à sa conjointe, je ne suis pas mariée, est-ce qu'on peut faire un dos à dos ce soir? Il a trouvé ça sympa, oui, pourquoi? Et c'est à ce moment-là, en dos à dos, il lui a dit, voilà, j'ai découvert que tu as un SMS, tu fais un SMS à ton collègue de travail. Et là, elle était sidérée. Mais il était très fort pour pouvoir le faire en dos à dos. En dos à dos, ils se soutiennent. C'est-à-dire que là, finalement, ils apprennent que dans l'adversité, dans quelque chose qui ne serait pas acceptable, à cause du regard de l'autre qui est jugeant, qui me renvoie peut-être à des choses que j'ai vécues dans mon enfance, dans mon adolescence, qui étaient impossibles pour moi à gérer et qui donc ne me mettent pas dans ma posture d'adulte à adulte, là, dans le dos à dos, je vais pouvoir avoir cette posture d'adulte à adulte. Donc c'est ça qu'on va chercher finalement. Donc l'idée de faire bouger de place les corps, ça va avoir un effet qui va vous faire gagner peut-être 5 séances de thérapie. Donc ça, c'est pas négligeable, j'ai envie de dire. Et donc là, on est dans finalement, c'est ça, reconnecter. Reconnecter, c'est plutôt relier. Moi, je préfère vraiment par rapport au terme de connecter, parce que connecter, il faut être capable de se connecter émotionnellement. Souvent, on oublie de mettre l'adjectif. D'accord ? On parle de, faut que vous vous connectiez. Ouais, mais concrètement, je fais quoi ? Je parle comment, je me posture comment. Si on ne sait pas leur répondre, en fait, il ne faut pas faire un long discours, il faut les mettre en situation. Et là, c'est rapide, ça ne vous prend pas 15 ans dans votre cabinet. C'est eux qui agissent plus 1 heure, 2 heures, 24 heures, 1 semaine, 1 mois, vont se rappeler du dos à dos. Parce que ça fait peut-être des années, des mois qu'ils n'étaient plus en contact. Et comme je leur explique toujours, le toucher, c'est le seul sens qui est réciproque. Donc plutôt que je fasse un discours pour leur expliquer c'est quoi la réciprocité, là en fait quand ils se touchent, ils sont reliés. S'ils sont reliés, ils nourrissent le lien d'attachement. Et donc du coup on va en prendre soin de ce lien d'attachement. C'est ça qui va être intéressant. C'est le fait d'arriver à prendre soin de la relation. Et c'est à ce moment-là que l'humour, finalement, on va se dire, ça m'a blessé finalement d'apprendre que tu avais cette proximité avec ceux ou cette collègue, que vous vous envoyez ces petits mots-là. Mais est-ce que le cerveau, il aime les reproches ? Par contre, formuler une demande avec une vraie question, c'est-à-dire une vraie question. Une question qui supporte le oui ou qui supporte le non. Ce n'est pas une question à laquelle j'attends spécifiquement un oui. Donc là, vous voyez qu'on va remettre des bases d'une communication qui va être saine. Et c'est de ça dont on va avoir besoin pour pouvoir mettre en place de l'humour. Et si on a une communication qui est plus saine, peut-être que je vais me laisser aller, peut-être que je vais oser des choses que je n'ose pas habituellement, peut-être que je vais être dans cette créativité, et peut-être que je vais accepter de me surprendre moi-même. L'idée de la surprise. On pense toujours qu'il faut surprendre l'autre, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi commencer par se surprendre soi-même en allant dans des zones qui ne sont plus nos zones de confort? Ça, travailler les zones de confort pour l'humour, c'est nécessaire. Parce que sinon, si on n'a pas tous ces ingrédients-là, l'humour, je ne pense pas qu'on va pouvoir le faire émerger. La plupart des personnes qu'on reçoit, ils ne sont pas juste en questionnement, ils sont en délicatesse depuis plusieurs décennies. Et ils pensent qu'en 5 ou 8 ou 10 séances, parce qu'ils ont vu marquer sur notre site internet qu'on faisait de la thérapie brève, donc ça déjà c'est un argument économique et financier, et donc bref ça veut dire rapide. Non, bref, ça ne veut pas dire rapide. Ça veut dire que oui, il faut s'impliquer rapidement. Surtout, c'est ça qui soit implicitement compris. Mais du coup, si on n'arrête pas réussi à les faire se déplacer et non pas se débarrasser. J'espère que pour vous, c'est bien clair, ça, cet objectif de ne pas faire les gens se débarrasser, mais plutôt d'ajouter. Et que la sexothérapie, c'est une thérapie qui va être additionnelle et pas soustrayante. Et donc ça va être intéressant de se dire, finalement, pour mettre de l'humour, pour mettre du jeu, pour remettre du désir, j'ai besoin finalement d'aller pimenter ma vie de couple. Alors comment je fais ça pour pimenter ma vie de couple ? Parce
que vous avez des idées d'exercices à leur donner comme ça? Connoté humour? Pas forcément, on n'a peut-être pas des choses qui nous viennent comme ça. Hein. Jeu de rôle, et si tu étais, si j'étais. Ouais, mais quand il y en a un qui est en mode bougon, bougon et je reste dans mon silence qui dit je t'emmerde, je t'emmerde. Se dessiner. Se dessiner. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez dans vos boîtes à outils? Après, il y a tous les jeux érotiques, les calendriers de l'avant érotiques, enfin, tout ça, érotique ou sensuel. Alors non seulement il faut que je passe à la casserole, mais en plus il faut que je me déguise. Moi, j'ai... Non, ça peut permettre juste de parler, parce que ça peut être... Voilà. Voilà, souvent c'est juste ça, c'est pas du tout se déguiser. Hein. Alors j'ai fait exprès de, parce que je connais Fabienne, parce que souvent quand on propose des trucs comme ça qui nous paraissent franchement aller de soi et de faire du bien, ben, ils ont ce système de défense qui met en disant non mais vous me prenez pour qui, je vais pas faire un striptease, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Voilà, je vais pas en plus répondre à ces fantasmes. Ils peuvent avoir ce geste-là. Donc du coup, nous aussi, il faut qu'on presque pas se préparer, mais qu'on se dise ah, c'est juste son système de défense. Et qu'on peut accueillir ça. Moi, ce que j'aime bien, puisqu'ils sont tous branchés sur les réseaux sociaux, c'est leur passer des vidéos que je peux trouver diverses et variées. Mais j'aime bien me référer à l'émission Culture Pub. Alors, je ne sais pas si vous avez la ref pour chacun, chacune, mais il y a quand même des petites pépites que je trouve assez intéressantes et j'avais envie de vous partager une des vidéos que... Oups. Alors. Je ne sais pas s'il va accepter d'aller la chercher. Mais, Isabelle, de toute façon, tu ne viens pas pimenter ta vie de couple quand les deux sont bougons, ouais. Les deux sont en couleur. Ce n'est pas le sujet, quoi, de pimenter sa vie de couple. Tout à fait. Mais ce qui va être intéressant, c'est de les faire se raisonner, se projeter dans quelque chose. Ils vont se dire « Ah ouais, ça peut aussi se passer comme ça ». C'est plutôt instiller le doute sur « ça peut aussi se passer comme ça ». Alors, pourquoi vous avez ri ou pourquoi vous n'avez pas ri? Surprise. Déjà, il rigole, lui, donc il est dans la dérision, l'autodérision, c'est génial. Le chat? C'est le chat qui est dans le... Il est très sérieux, le chat. Si je suis en colère, je me dis qu'elle est complètement... Une part de moi va me dire qu'elle est complètement idiote, cette pub. Parce que je suis en colère. Une autre qui a juste envie de décharger, elle va se dire non mais c'est trop marrant ce chat qui saute sur la souris. Mais voilà, ça crée une dissonance et donc un shift à l'intérieur. Eh ben c'est ça dont on a besoin. C'est juste cette dissonance et ce shift, en fait. Même s'ils sont bougons, même s'ils sont en colère et qu'ils ont des bonnes raisons a priori d'être en colère, ce qu'on va essayer, c'est d'amener ce décalage. Et c'est dans ce décalage-là que finalement, l'humour va pouvoir se glisser. Parce que là, finalement, vous avez plus ou moins souri, mais pas, à mon avis, aux mêmes choses. Chacun, chacune, on a été chopé un petit truc qui nous a fait penser ou rire intérieurement à une situation qu'on a déjà connue, ou juste se dire « Non mais là, moi, mon Jules, il va jamais faire ça, c'est pas possible ». Et donc du coup, finalement, c'est créer ce décalage-là. Et donc l'humour, finalement, c'est pas nécessairement pour faire rire aux éclats, c'est pour créer ce shift, ce décalage entre ce sur quoi je suis fixée, omnibulée, je veux pas lâcher, et de toute façon, je viens en thérapie pour régler les comptes et savoir qui a raison et qui a tort. Parce qu'il y a quand même beaucoup de ça aussi qu'on a dans nos cabinets, et que si on leur dit non mais en fait en thérapie tout le monde a raison et tout le monde a tort, ouais non mais attends purée celle-là je la paye 80 balles pour qu'elle me sorte ces idioties, c'est bon je m'en passerai bien. Alors que là finalement on va créer à la fois de la surprise, de la créativité, de l'inattendu, et ben nous qu'est-ce qu'on va essayer, c'est de produire du mimétisme. Alors, je ne dis pas qu'ils vont faire un striptease le soir même à la maison, hein, ou ni même qu'ils vont acheter le slip ou qu'ils vont aller faire des recherches sur Internet, mais se dire, mais finalement, est-ce que nous, on arrive encore à rire de nous? Et finalement, que le ridicule, c'est peut-être ce qui va nous reconnecter, pour reprendre votre expression, et qui va faire qu'on va être encore capable d'avoir quelque chose à mettre en commun et à partager dans notre couple. Et moi, je trouve que là, l'humour, ça va être le médian et le médiateur pour pouvoir distiller ça au sein du couple.
Venu. Ouais, il veut plus. Il faut que je fasse ça. Enfin, on est clair, je ne sais pas, mais que quand il y a arrivé avec une charge émotionnelle très forte et de la colère qui est là depuis des années, avant de passer, pouvoir montrer une pub ou de faire ce shift ou l'école du paradoxe, ça prend... C'est pour ça, vous avez vu, là, je ne sais pas depuis combien de temps je suis en train d'échanger avec vous, mais je ne vous l'ai pas mis en introduction, ce truc-là. Hein. J'ai mis les petites graines, je vous ai fait réfléchir à des concepts, des choses pour préparer, j'ai presque envie de dire, notre mental à accueillir, à défaut d'accepter. Parce que déjà, si on n'est pas capable d'accueillir et de se dire... Ah oui, quand même, finalement, est-ce que c'est si important que ça? Sauf que pour eux, ça l'est, en fait. Fondamentalement, ça l'est réellement. Les rancœurs qu'ils peuvent avoir, les blessures de trahison, le fait qu'ils ne se sentent pas soutenus, que la dernière fois, on a passé le week-end chez tes parents, tu ne m'as pas défendu quand ta mère, elle a dit ci ou elle a dit ça, et ils se le traînent, ils se le traînent, ils se le traînent. Donc, ce n'est pas une vidéo qui va faire qu'ils vont passer l'éponge. Maintenant, on peut peut-être les aider à nourrir la relation différemment et se dire, mais est-ce que ça vous fait du bien de vous endormir fâché, en colère? Ça vous fait du bien ou ça vous fait pas du bien? Mais parfois, ils ont que ça pour se tenir droit. Et si on leur enlève ça, qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place? Eh bien, à la place, je vous propose d'avoir une relation peut-être un peu plus colorée par de temps en temps. Donc, sur une journée de 24 heures, si on peut avoir quand même 1 minute, peut-être commencer par 1 minute où on ne va pas se regarder en chien de faïence, par exemple. Est-ce que ça, vous pensez que ça vous aura fait du bien ou pas? On teste. Si ça ne marche pas, on arrête. Donc tu fais du bac à... En fait, c'est du bac à sable. Pour certaines personnes, je ne peux pas le dire comme ça parce que ça fait un peu pédant devant une assemblée. Non, moi je le dis, c'est du bac à sable. Mais oui, parce que moi, on me parle en fait que le lave-vaisselle, il n'a pas été débarrassé, que les assiettes, elles ne sont pas rangées rectilignes, quoi. Enfin, payer plus de 80 balles pour entendre ça, enfin, je sais pas, à un moment... Le bac à sable, c'est s'autoriser en tant que thérapeute à faire des tests. Oui. Et moi, ce que je dis à mes patients, c'est que c'est comme si nous étions dans un bac à sable, et le bac à sable, quand on est des enfants, quand on est jeune, on s'autorise à tout, et à faire des châteaux qui sont détruits, et à faire des trucs qui ne marchent pas. Et donc, c'est s'autoriser à rentrer dans l'expérience du bac à sable, quoi. Tout peut arriver, c'est pas grave, droit à l'erreur, droit à recommencer. C'est dans ce sens-là que j'utilisais. D'accord, on est sur la même longueur d'onde. Okay. Donc effectivement, l'idée c'est qu'ils puissent avoir des espaces pour oxygéner finalement leur relation qui est si abîmée, non pas uniquement par leur relation one-to-one, mais aussi avec les relations précédentes. On n'a pas idée finalement de tout ce qu'ils nous apportent dans le cabinet, qui n'est pas forcément de leur relation, celle qu'ils ont aujourd'hui, mais qui provient des relations, j'ai presque envie de dire, ça peut être à la maternelle, mon premier amoureux ou ma première amoureuse, quoi. Donc du coup, il y a des blessures qui remontent à plusieurs décennies quand même. Hein. Et donc c'est vrai que, pour moi, intégrer cette question finalement dans nos thérapies de l'humour, du lien, de la qualité, mais versus coloration humour, c'est quelque chose qu'on peut s'autoriser, même si ce qu'on nous apporte en thérapie est d'une grande gravité. Quand vous avez des personnes qui vous parlent de rapports sexuels douloureux parce qu'il y a eu des antécédents d'inceste, aller glisser de l'humour là-dedans, c'est un petit peu périlleux, hein, vous allez me dire. Moi, je ne m'y risquerais pas. Et pourtant, pourquoi on les enfermerait finalement aussi uniquement et qu'ils n'auraient pas le droit et pas la possibilité d'accéder? C'est aussi peut-être renverser le questionnement aussi de cette manière-là. Et je pense que nous, ça peut aussi nous faire du bien, même par rapport à nos zones d'insécurité qu'on peut avoir avec ces questions, qui nous renvoient des choses aussi avec lesquelles on n'est pas peut-être très à l'aise, qu'on n'a pas pu encore travailler en supervision, et du coup de se les autoriser également. Et donc du coup, l'idée du fou rire, finalement, c'est pareil, c'est quelque chose qui est humainement universel. Et donc du coup, moi je vais plutôt travailler sur ce qui finalement nous donne de la communauté, fait du lien avec le fait qu'on soit dans cette humanité, de se dire oui, à un moment ou à un autre, malgré tout ce que j'ai pu vivre, j'ai déjà eu un fou rire.
et bien du coup de me reconnecter à cet émotionnel, à ce ressenti qui était celui de ce fou rire, est-ce que ça ne me fait pas un petit peu du bien finalement? Et est-ce que je mérite de me faire un petit peu du bien? Donc vous voyez, quand on parle de se co-responsabiliser, c'est aussi cette idée que finalement l'autre n'est pas là à mon service pour tout m'apporter et que finalement l'amour de soi et l'amour propre, il est d'abord à travailler à l'intérieur de soi. Et donc pour moi l'humour, finalement il sera capable d'émerger à toutes ces conditions-là. Alors je sais que ça fait beaucoup, mais c'est aussi ça qui peut du coup être utilisé dans nos accompagnements. Alors bien sûr avec discernement, parce qu'il ne s'agit pas de faire la blagounette, hein, d'accord, on n'est pas au jeu du cirque, ok, et pour autant se donner cette liberté pour pouvoir aborder aussi des sujets sensibles, des sujets qui sont graves. Ça peut aussi nous donner peut-être une autre porte d'entrée, une autre porte d'accès pour nous aussi aller travailler sur nos propres peurs. Ça va permettre de finalement aussi dédramatiser certaines situations. Mon mari m'a trompé, ma femme m'a trompé. La personne qui le vit, c'est un drame pour lui ou pour elle. C'est douloureux. On ne va pas lui dire une petite tape dans l'épaule, mais vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas un couple à qui ça n'arrive pas. Hein. Franchement, vous n'êtes pas un meilleur couple que les autres. Je ne sais pas comment on peut encaisser ce genre de choses, même si ça part d'une bonne intention. En fait, non. C'est pas ça, dédramatiser une situation. Qu'est-ce que c'est, dédramatiser une situation? Ça veut dire valider aussi la souffrance. Dédramatiser, c'est pas faire rire, c'est pas dire c'est pas grave, c'est pas important, c'est donner toute sa place. Oui, effectivement, ce que vous avez vécu, c'est douloureux. Et le fait de l'entendre dire que oui, vous avez eu le droit, oui, je valide et oui, je vous crois, il y a des personnes à qui on n'a jamais dit ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et de l'entendre, c'est ça qui va être thérapeutique. Et donc, moi, j'ai eu une fois une personne comme ça, et après, quand elle est partie à la fin de la consultation, elle me dit « J'arrive pas à comprendre que j'ai mis 5 ans à me défaire d'une relation qui a duré 5 mois. » Ça, c'était ça pour moi, son trait d'humour. Je ne sais pas si vous l'entendez comme ça. Non? Il n'y a que moi qui l'entends comme ça. Parce que finalement, elle a trouvé que c'était absurde d'avoir souffert et de s'être enfoncée dans cette non-vie, non-existence pour une relation de 5 mois, quoi. J'ai dit, ça, vous attendrez d'être à votre dernier sou pour savoir si ça valait le coup ou pas. Je ne vais pas vous dire si oui ou non ça valait le coup. Et donc là, du coup, quand je lui ai dit, votre dernier souffle, elle a réalisé que j'étais en train de lui parler de la mort, finalement. Alors là, vous avez vu comment j'ai parlé d'un truc hyper grave qui fait partie de nos peurs viscérales et ancestrales. Oui, vous attendrez votre dernier souffle pour pouvoir juger de si ça valait le coup ou pas, quoi. Donc, quelque part, je lui ai donné la possibilité, et la consultation d'après, on a parlé de la mort. On a parlé du deuil, on a parlé de la perte. Donc, vous voyez, l'idée, c'est pas qu'elle s'esclaffe les 4 fers en l'air, genre, elle est trop sympa, sexo, je me barre bien avec elle, quoi. Non, c'est la petite phrase qu'on n'avait pas prévue, parce que ça, on ne peut pas l'anticiper en consultation. 1 minute avant, je ne savais pas que j'allais parler de ça avec ma patiente, mais de pouvoir saisir la balle au bon, qui est dans cette alliance thérapeutique où on se sent autorisé, on se dit, tiens, si je lui partage ça, peut-être que ça va être aidant, peut-être que ça va être facilitant, et peut-être pas. Et donc, on peut aussi s'autoriser de dire, écoutez, j'ai envie de vous partager quelque chose, si ça se trouve, je vais être complètement à côté de la plaque, et j'attends, et j'espère que vous allez me dire, non, là, mais vous êtes en déconne complète, là, Madame Gass, c'est pas ça. Et si je mets à peu près dans le mille, qu'on puisse prendre ce temps pour se dire, ouais, merci, en termes de gratitude, que le travail qu'on mène ensemble nous permette d'être dans cet échange-là. Et ça, quand on le fait en one-to-one, l'idée, c'est que ça puisse faire des petits entre les deux, et puis qu'après, cette alliance thérapeutique, elle soit réamorcée. Voilà ce que je pouvais vous dire sur intégrer l'humour dans l'accompagnement, parce que finalement, l'humour, on en aura besoin à tous les stades du cycle de la réponse sexuelle. Alors, je pense que vous le connaissez, ce cycle-là, où effectivement, on va parler de l'intérêt sexuel jusqu'à l'élaboration psychique, parce que ce qui va nous intéresser finalement, c'est qu'élaboration psychique je fais de mes rapports, de mon lien, de ma relation à l'autre. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc en conclusion, le rire dans le couple, c'est pas qu'une affaire privée.
Finalement, c'est aussi une petite révolution dans notre intimité personnelle, mais dans l'intimité qu'on peut avoir à l'autre. Moi, je trouve que c'est quand même un antidote pas mal contre la pression sociale à performer, dans tous les sens du terme de la performance. C'est ce qui va ouvrir cette petite brèche dans la légèreté qu'on ne s'autorise plus finalement quand on vient en thérapie, qu'on vient consulter, qu'on vient déposer. Et que finalement, l'humour, c'est aussi, je dirais, le médian qui va nous rappeler que l'amour, le sexe, finalement, ce n'est pas que du sérieux. Si ça pouvait être de temps en temps et un peu plus souvent joyeux, ça serait tout aussi bien. Merci pour votre attention.